Un événement qui a certainement beaucoup contribué à l'accélération du développement des véhicules électriques chez les constructeurs européens notamment, c'est certainement le Dieselgate. Le Dieselgate donc qui concernait Volkswagen, mais sur le sol américain. Alors je ne vais pas trop développer sur le Dieselgate de Volkswagen, je pense que tout a déjà été dit ou presque depuis 2015. Je vais vous parler d'un autre Dieselgate qui ne dit pas son nom et dont la presse s'est à mon avis très peu fait l'écho. Commençons quand même par revenir 2 minutes sur l'affaire Volkswagen. Le Dieselgate aux États-Unis, qu'est-ce que c'était ? Eh ben, c'est par rapport aux émissions polluantes des moteurs diesel, en particulier les monoxydes et dioxydes d'azote, ce qu'on appelle les NOx. Volkswagen avait adopté un système de dépollution plus simple que la concurrence sur les diesels vendus aux États-Unis. Et ce système était insuffisant pour les normes américaines. Et pour contrer cette insuffisance, ils ont joué du logiciel pour être sûr que le système fonctionne bien lorsqu'on est sur le cycle d'homologation américain, mais pas plus. Alors la technologie qu'il y a derrière ça, c'est ce qu'on appelle le NOx Trap pour le système simplifié, qui était suffisant jusqu'à il y a très peu en Europe pour satisfaire les normes d'émission d'oxyde d'azote. Et il y a ce qu'on appelle la catalyse SCR avec un additif qu'on appelle l'AdBlue, qui est un système plus performant et qui est désormais obligatoire en Europe et aux États-Unis depuis toujours, si on veut avoir un diesel suffisamment propre, entre guillemets. Donc ce scandale a éclaté et n'a pu que mettre en lumière les astuces parfois borderline des constructeurs lorsqu'il s'agissait d'homologuer leur voiture pour une certaine quantité d'émissions, que ce soit pour le dioxyde d'azote ou pour les autres polluants. Contrairement à l'essence, le diesel est une technologie qui n'est pas spécialement simple à dépolluer. Sur les moteurs essence, vous mettez des catalyseurs derrière l'échappement et les polluants vont s'éliminer de manière linéaire dans ce catalyseur. Il faut juste que le moteur soit chaud pour que ça dépollue correctement, mais vous n'aurez pas de régime optimum où ça va mieux dépolluer qu'à un autre. Et pour le diesel, c'est pas pareil. Le diesel, si vous ne le mettez pas en charge à un certain régime, les systèmes de dépollution ne vont pas fonctionner. Les systèmes de dépollution du diesel, c'est le filtre à particules et la catalyse SCR dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Si vous êtes dans une phase où vous demandez beaucoup à votre moteur diesel, en accélération par exemple, ou dans une circulation assez heurtée en ville, pour un autre exemple, eh ben, les systèmes de dépollution vont être débranchés pour que le moteur soit le plus efficace possible et rende le service qu'on lui demande. Ça, naturellement, c'est problématique puisqu'on sait très bien que les émissions des moteurs diesel sont très nocives dans les environnements denses urbains, notamment ces fameux dioxydes d'azote. Et c'est pour ça que la vignette critère a été mise en œuvre, une initiative politique qui a pour but d'éviter qu'il y ait trop de voitures trop polluantes en ville. J'en avais déjà parlé et je vous laisse seul juge de l'efficacité de ce dispositif. Bon, l'avantage, c'est qu'en ce qui concerne les voitures, on a d'autres options que le diesel. On a les moteurs essence notamment, pour ceux qui roulent peu comme la majorité des Français, sont une option nettement plus intéressante, tant d'un point de vue économique que d'un point de vue pollution. Et pour les gros rouleurs, surtout en ville, on a les moteurs hybrides. Et Toyota, depuis 1997, a fait parfaite démonstration tant de l'efficacité de son système que de sa sobriété, que de sa fiabilité. Et les gens qui roulent beaucoup, c'est notamment les professionnels. Je pense par exemple aux taxis et aux VTC pour le transport de personnes, qui ont été très nombreux à adopter les véhicules hybrides Toyota et Lexus pour les raisons que je viens juste de vous citer. C'est quand même une pas si mauvaise nouvelle de se dire qu'en 2015, avec le scandale Volkswagen et des émissions du diesel, il y avait déjà des solutions techniques existantes, performantes, fiables, qui existaient sur le marché et qui étaient largement employées par ceux qui avaient un usage intensif de leur véhicule et qui avaient besoin d'une solution performante et fiable. Et là où par contre il n'y avait jusqu'à très récemment aucune offre alternative au diesel, pour les particuliers et surtout pour les professionnels, c'est sur les véhicules utilitaires. Si vous êtes un professionnel qui transportait des personnes, vous aviez le choix entre du diesel ou de l'hybride. Et si vous êtes un professionnel qui est un artisan ou qui transporte de la marchandise, c'est diesel, diesel ou diesel. Alors il faut bien comprendre ce que c'est que le marché des véhicules utilitaires. C'est assez différent du marché de la voiture classique. Déjà, le cycle de développement et le cycle de vie des véhicules utilitaires est beaucoup plus long. Si vous prenez le Renault Trafic tel qu'il existe aujourd'hui, c'est un véhicule dont la plus grande partie a été conçu au tout début des années 2000.
Alors naturellement, il a été beaucoup revu, amélioré d'un point de vue motorisation et équipement depuis, mais la structure du véhicule est quand même assez semblable à ce qui existe depuis les années 2000. Pareil, jusqu'à l'année dernière, le Volkswagen Transporter, donc l'utilitaire intermédiaire dans la gamme utilitaire Volkswagen, était un modèle qui remontait dans sa conception au début des années 2000, avec plusieurs évolutions au niveau des moteurs et des équipements. C'est très rentable, hein, les utilitaires. C'est vraiment un marché stratégique pour les groupes automobiles en Europe, parce que ça fait beaucoup de volume, naturellement, et ça fait beaucoup de marge. Beaucoup de volume et beaucoup de marge égale beaucoup d'argent à la fin. Et ça peut se comprendre facilement, hein, puisque les véhicules utilitaires sont des véhicules qui sont utilisés tous les jours par leurs clients, donc ils vont s'user beaucoup plus vite et être renouvelés assez régulièrement. Et beaucoup de marge, pourquoi ? Parce que les investissements sont répartis sur beaucoup de volume et vont durer beaucoup plus longtemps que sur l'automobile classique. Et aussi parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence dans le monde utilitaire que dans le monde des véhicules automobiles particuliers. Si vous prenez les utilitaires de Stellantis, vous allez trouver les mêmes chez Peugeot, chez Citroën, chez Opel, chez Toyota ou chez Fiat. Donc ça fait 5 marques chez lesquelles vous trouverez exactement les mêmes voitures. Donc vous n'allez pas pouvoir vous distinguer trop d'un concessionnaire à l'autre. Pareil, le Renault Trafic, vous le retrouviez chez Fiat et jusqu'à il y a très peu, et aussi chez Nissan. Une autre particularité qui fait que les utilitaires génèrent beaucoup de marge, c'est que vous avez beaucoup de personnalisation sur ces véhicules. Vous pouvez choisir différentes longueurs, différentes hauteurs, si vous voulez 2, 3 places ou 6 places dans la cabine, si vous voulez tel ou tel volume utile, si vous voulez telle ou telle charge utile, si vous voulez une motricité renforcée, si vous voulez des pneus adaptés au touche-main pour les chantiers. Vous avez vraiment toute une panoplie d'options et d'équipements qui est proposée par les constructeurs. Et en plus de tout ce qui est proposé par les constructeurs, vous avez tout un tas de préparateurs et d'équipementiers qui peuvent intervenir après la livraison de votre véhicule utilitaire pour ajouter des équipements qui vont être spécifiques à votre domaine métier. Donc tout ce jeu d'options, ça permet de générer beaucoup d'argent et beaucoup de marge sur les véhicules utilitaires. Un autre aspect qui fait que les utilitaires peuvent être très rentables, c'est que beaucoup sont financés en leasing. Et ça, ce sont des offres de crédit qui sont faites aux professionnels qui rapportent plus aux constructeurs que s'il était acheté comptant et amorti de manière classique par les entreprises qui les achètent. Des véhicules qui sont très rentables hein, grâce au volume, grâce aux options, grâce à un investissement qui est relativement faible par rapport au volume vendu et grâce aussi aux services financiers associés à ce type de véhicule. Alors vous aviez beaucoup de choix pour personnaliser votre véhicule utilitaire. Il y a une option où vous aviez très peu de choix jusqu'à il y a 1 ou 2 ans, c'est le moteur. C'était diesel ou diesel. Sur les petits utilitaires type Kangoo ou Berlingo, vous aviez un 1,5 litre ou un 1,6 litre à différents niveaux de puissance. Et sur les modèles plus gros comme les Master ou Boxer, vous avez en général soit un 2,2 litres, soit un 2 litres. Et pour moi, c'est là qu'est le Dieselgate dont personne ne parle. Parce que les véhicules utilitaires auraient largement mérité une offre hybride telle qu'il existait sur les véhicules Toyota. Parce que beaucoup d'artisans ou de livreurs utilisent leurs véhicules utilitaires en ville ou sur des zones périurbaines avec des trajets finalement assez courts et beaucoup d'arrêts dans la journée. Donc quelque chose qui va beaucoup user les moteurs diesel et un usage qui est finalement parfaitement adapté aux moteurs hybrides. Donc, encore aujourd'hui, hein, vous allez avoir beaucoup de livreurs et d'artisans qui vont user beaucoup leur utilitaire diesel, qui vont payer cher en maintenance et en entretien parce qu'ils ont un usage qui fait souffrir la motorisation de leur véhicule. Et je vous laisse imaginer, admettons, si depuis, on va dire, l'an 2000, soit 3 ans après l'introduction des véhicules hybrides Toyota, imaginez si depuis l'an 2000, tous les utilitaires de livraison et qui évoluent en milieu urbain et périurbain avaient été équipés de chaînes de traction hybrides. Imaginez combien de tonnes de CO2 on aurait évité d'émettre dans l'atmosphère depuis 21 ans. Imaginez combien de tonnes de dioxyde d'azote et de polluants divers comme les particules on aurait pu éviter d'émettre dans les villes. Imaginez tout ça. C'est là que vous vous rendez compte que les constructeurs, même les plus performants, ne sont pas des œuvres de charité. Hein. Même si Toyota s'est gargarisé de l'excellence de sa technologie full hybride pour ses voitures,
Ils n'ont pas spécialement fait l'effort de développer cette technologie au-delà de la Prius jusqu'aux années 2010 environ. Et ils se sont bien gardés d'importer cette technologie sur les véhicules utilitaires, là où elle aurait eu parfaitement sens. Alors malgré tout, les choses évoluent sur le marché des camionnettes, avec l'arrivée doucement mais sûrement d'une offre 100% électrique, qui malheureusement ne convient pas à tous les usages, d'où mon regret de l'absence d'une offre hybride, mais qui progresse quand même. C'est arrivé bien sûr avec le Kangoo Z2 de 2012, qu'on a beaucoup vu à la Poste. Aujourd'hui, dans les années 2020, on arrive à la deuxième génération de véhicules utilitaires électriques dans ces dimensions-là, avec la nouvelle génération de Kangoo électrique qui va atteindre les 300 km d'autonomie homologuée WLTP. Donc on commence vraiment à avoir une offre assez intéressante pour une utilisation périurbaine quotidienne, d'autant que le surcoût à l'achat peut être compensé par les aides disponibles telles que le bonus écologique qui est pour le moment à 5 000 € pour les entreprises et naturellement les économies de consommation de carburant et les économies d'entretien qu'il pouvait y avoir à faire sur les véhicules diesel. Sur les modèles au-dessus, tels que le Peugeot Expert, le Citroën Jumpy, on a une offre électrique qui existe, qui est pas trop mal. Donc sur les utilitaires de Stellantis, vous avez le même moteur que la 208, 236 chevaux. Que ce soit pour un berlingot ou pour un Jumpy est suffisant. Et sur le modèle utilitaire de taille moyenne, en fonction de l'empattement, vous pouvez avoir une batterie soit de 50 kWh, soit de 75 kWh. Ce qui reste à améliorer sur ces utilitaires Stellantis, naturellement, c'est la consommation du moteur, dont on sait qu'elle est pas excellente sur les véhicules dérivés de la 208. Et même les grands utilitaires s'y mettent, comme le Master, le Crafter, le Sprinter. Sur ces grands véhicules, on a vraiment une offre qui est à mon avis pas terrible, parce que jusqu'à il y a très récemment, les capacités de batterie étaient plus faibles que les utilitaires plus petits, et les puissances moteurs étaient inférieures. Par contre, les prix hors taxe de ces véhicules étaient très très importants. On parle de 60 000 € hors taxe au bas mot. Donc je ne sais pas trop à quoi jouent les constructeurs sur cette dimension d'utilitaire. Si vous voulez un utilitaire électrique compétitif, c'est peut-être pas vers cette taille-là qu'il faut aller. Mentionnons quand même que certains groupes travaillent sur des véhicules utilitaires électriques avec un prolongateur d'autonomie, pile à combustible à hydrogène. Vous avez une offre presque correcte chez Stellantis, avec une petite batterie de traction qui est sous les sièges de la cabine et des réservoirs à hydrogène qui sont sous le plancher du véhicule. On n'a pas spécialement de prix pour ces véhicules puisque forcément c'est très cher, mais l'intégration technique est à peu près correcte. Vous avez une offre aussi qui existe chez Renault sur le Master électrique, où là à mon avis c'est beaucoup moins bien fait puisque les réservoirs à hydrogène sont placés sur le toit de la camionnette. Donc vous vous retrouvez avec quelque chose de très lourd placé très haut sur le véhicule. Donc vraiment pas du tout optimum d'un point de vue dynamique. Et pareil, quelque chose de beaucoup plus cher que le Master Z2 classique qui est déjà franchement pas donné dans sa configuration de base. Et puis quand on voit le bilan carbone de l'hydrogène fabriqué aujourd'hui, je me dis que finalement, mieux vaut avoir un prolongateur d'autonomie à essence ou un véhicule hybride classique plutôt qu'une pile à hydrogène. D'ailleurs, c'est ce que fait Ford sur le Transit. Il y a une offre hybride qui existe, constituée d'un moteur électrique et d'un petit prolongateur d'autonomie à essence, avec le 3 cylindres 1 litre EcoBoost. Je ne sais pas trop si c'est intéressant. Quand je vois qu'ils ont un super moteur hybride sur le Kuga ou sur le S-Max, dérivé des brevets de Toyota, je trouve ça plutôt dommage qu'ils ne l'aient pas mis sur leur véhicule utilitaire. Mais bon, c'est quand même une offre qui existe et c'est pas mal de la mentionner. Alors dites-moi en commentaire si vous roulez en utilitaire, si vous êtes artisan ou livreur, si vous êtes dans des entreprises qui en utilisent et qui en achètent. Est-ce que le fait que les utilitaires aient été tout diesel pour différentes raisons vous a gêné dans votre usage? Eh bien dites-le moi ça m'intéresse d'avoir votre retour là-dessus. Est-ce que les véhicules utilitaires électriques vous font de l'œil? Dites-moi ça aussi. Je vous remercie bien sûr pour tous vos likes, vos partages, vos abonnements, ça me fait toujours très plaisir. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.